Allez, c'est parti. Bonjour, bienvenue à ce nouveau webinaire qu'on a intitulé DRH face à la transformation accélérée des métiers et des pratiques RH. Êtes-vous prêts pour 2026? Tout un programme. Alors, évidemment, aujourd'hui, la fonction RH fait face à des transformations, j'allais dire presque incessantes et accélérées. On a l'arrivée des IA génératives, évidemment les nouvelles attentes en matière de travail, une obsolescence accélérée des compétences, l'arrivée prochaine de l'IA Act, en fait, un grand nombre de bouleversements pour le monde de l'entreprise et qui vont fortement impacter la fonction RH. Pour en parler ce matin, j'accueille trois invités, Cécile, José et Eric. Salut Cécile, je te laisse te présenter rapidement. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Ravie d'être parmi vous. Merci pour l'invitation. Je suis ravie de pouvoir terminer l'année sur un sujet passionnant et sur peut-être des nouvelles perspectives pour 2026. Donc, je m'appelle Cécile Dejoux, je suis créatrice de connaissances et j'essaye de travailler sur tout ce qui est transformation managériale et RH depuis maintenant 30 ans. Je suis professeure des universités au CNAM, je dirige un observatoire sur la transformation managériale et RH, auteur, et j'adore voyager dans le monde pour voir ce qui se passe sur l'IA. Et bien sûr, je crée des MOOC qui sont très suivis. Et sur l'IA, on est au 8e, avec plus de 220 000 personnes qui les ont suivis, et en tout 620 000, donc une très très grosse communauté. Et ravie de pouvoir aborder ces sujets ce matin avec vous. Alors, si on veut mettre un ou deux livres sous le sapin, tu nous conseilles quoi? Ah, cette année, moi j'ai écrit 2 bouquins. Un bouquin qui s'appelle Manager avec l'IA générative et un autre, il est là, voilà, qui s'appelle Ce sera l'IA générative et moi. Parce que le plus important, c'est comment vous allez vous transformer avec l'IA générative. C'est ça qui est important. Merci Cécile. Salut José. Bonjour, merci aussi de m'avoir invité. Je suis le délégué à la protection des données au groupe pour Cornerstone et aussi je deviens responsable de la conformité intelligence artificielle. Top. Et donc, tu vas nous éclairer sur ces points de conformité durant ce webinaire. Et puis Exact. Eric, salut Eric. Salut Christophe, bonjour à toutes et à tous. Donc moi je suis Eric Gelé, comme José, je suis chez Cornerstone, donc éditeur de logiciels de gestion de talent. Pour faire court, ça fait au moins 25 ans que je suis chez les éditeurs de logiciels, où l'innovation, la transformation, c'est toujours notre moteur. Hein, c'est la raison pour laquelle moi j'adore ce métier des éditeurs de logiciels. Et j'ai rejoint Cornerstone il y a un peu moins d'un an, au regard justement du potentiel qu'avaient leurs solutions autour de la gestion des compétences et de l'IA. Top. Allez, avant de démarrer, je vais poser une petite question aux participants qui sont déjà là. À horizon 2006, quelles sont aujourd'hui vos principales préoccupations RH? Alors, j'en ai mis quelques-unes, c'est pas exhaustive évidemment, vous pouvez compléter dans le chat. Impact de l'IA générative sur les métiers et le management, conformité réglementaire et actes, obsolescence des compétences et pénurie de talent, manque de visibilité sur les compétences disponibles, et puis évidemment alignement entre la stratégie de business, RH et collaborateurs. Je vous laisse répondre. Je sens que vous avez envie de tout cocher. Allez, on est une cinquantaine pour le moment. Je vous laisse encore 5, 4, 3, 2, 1. Ça nous donne une petite idée. Alors, ça donne quoi? Bon, alignement entre stratégie business, RH et collaborateurs, c'est plutôt rassurant, venant de profil RH. Puis, impact de l'IA générative sur les métiers. Et ensuite, sur les trois autres pôles, on est à peu près à l'équilibre. Bon, ça nous donne une tendance, il n'y a pas sans grande surprise. Alors, durant ce webinaire, j'ai prévu 4 temps. Le premier temps, on va tout de suite rentrer dedans, c'est les tendances en matière d'accélération et de transformation du travail. Et on va commencer avec toi, Cécile, pour poser un peu le décor de ce webinaire. Quelles sont aujourd'hui les grandes tendances et IA génératives que les DRH doivent absolument avoir en tête pour 2026 et pour le futur de manière plus générale? Alors, c'est une question essentielle.
au sein de notre observatoire, on a pu regarder ce qui se fait en France et à l'étranger. Et d'un point de vue RH, on s'aperçoit qu'en fait, il y a 4 temps. Il y a le premier temps qui est le temps de la sensibilisation, de l'acculturation. Et ça, en France, ça a été fait à hauteur de, on va dire à peu près 60-70% dans les très grands groupes. Dans les PME, il y a cette acculturation, cette sensibilisation. Donc, c'est le temps 1 de l'éveil. Le temps 2, c'est vraiment le temps du choix des outils. Et on est dedans. Aujourd'hui, les entreprises ont choisi des outils qui sont transversaux ou des outils par métier et processus. Et ça, c'est très important parce que c'est de l'investissement et il ne faut pas se tromper. Et le troisième temps, c'est en fait le temps de la rentabilité. Qu'est-ce qu'on a de nouveau avec ces nouveaux outils et cette nouvelle posture, j'allais dire mentale, est-ce que les collaborateurs veulent les utiliser ou pas? Le quatrième temps, c'est le temps vraiment là de la transformation. Qu'est-ce qu'on garde et qu'est-ce qu'on crée? Et en même temps, bien sûr, qu'est-ce qu'on loue ou qu'est-ce qu'on essaye donc d'utiliser sur étagère? Ce qu'on voit en France, c'est 3 choses. D'abord, on est au stade du choix des acteurs. Ce qui marche le mieux, c'est des entreprises qui sont IA compagnie, qui ont des solutions qui ont été prouvées dans le passé, qui rajoutent une couche IA et qui s'intègrent facilement donc à des processus existants. Et donc, il n'y a pas de problème de jonction entre les tuyaux et de problème donc, de data en termes de compliance. Donc ça, c'est quelque chose de facile, c'est quelque chose d'efficace et c'est quelque chose qui va apporter vite de la valeur. Donc, c'est vrai que des solutions comme Cornerstone par rapport se rangent dans cette catégorie et par rapport au sujet des compétences et des talents, c'est intéressant. Après, on a, dans le choix des outils, la question de fond, est-ce qu'on met des outils d'IA générative à tout le monde ou pas? Et donc là, on est sur, est-ce qu'on donne accès à tout le monde, donc à un outil spécifique général qui fait du texte, de la photo, etc. Ou est-ce qu'on le sélectionne que pour quelques ambassadeurs? Donc là, on n'est plus sur des outils IA compagnie, on est sur des outils, j'allais dire, de productivité, type Copilot, ChatGPT, Mistral, ce que vous voulez. Troisième point, c'est est-ce qu'on commence à avoir nos propres outils? Alors ça, c'est intéressant, mais ce n'est pas facile et surtout, ça prend beaucoup de temps et on voit tout de suite les barrières avec les services informatiques, avec ce qu'on peut faire sur le recrutement, etc. Et c'est difficile à plugger dans des systèmes qui peuvent être hétéroclites. Et le quatrième temps, c'est vraiment qu'est-ce qu'on choisit une fois qu'on a testé. Donc aujourd'hui, on est première idée sur le choix des acteurs. Deuxième idée essentielle, on est passé depuis 1 an et demi à des outils transversaux, donc qui permettent de faire des transparents, des slides, qui permettent de faire de l'analyse de data, qui permettent de faire du contenu, du résumé, de la synthèse, à maintenant une autre étape qui est par métier, qu'est-ce qu'on va transformer? Et là, c'est un vrai sujet. Quelle est la couche d'IA générative positive qui va nous permettre d'avoir en fait un retour sur investissement? Parce que pour l'instant, les retours sur investissement, ils sont faibles. Donc ça, c'est le deuxième choix, c'est passer d'outils horizontaux à des outils verticaux. Et le troisième point, c'est qu'en fait, on ne peut plus rester dans le bac à sable à tout tester. Il va falloir être minimaliste. Minimaliste, c'est ce que j'utilise avec IA, sans IA, pour avoir de l'impact et pour pouvoir, en fait, aller vite et continuer à créer de la valeur. Donc, 1, choix des acteurs. 2, d'outils donc transversaux à des outils donc verticaux. Et 3, l'heure des choix. Dans mon métier, je ne peux pas utiliser que de l'IA, il faut aussi que je réutilise du temps sans IA pour pouvoir donner les bonnes idées à l'IA au début et à la fin. Donc, c'est ce qu'on observe et on est dans le temps aujourd'hui où des outils d'IA compagnie donc, sont intéressants, où des outils spécifiques métiers sont à tester et où des outils maison sont bien entendu également de plus en plus sollicités, même si en fait c'est plus compliqué. Voilà ce qu'on peut dire sur les... Alors,
Bon, c'est un peu le constat général, hein, je te rejoins, hein, on a eu cette phase d'acculturation, cette phase, on va dire, de test and learn, choix des outils, avec la complexité qu'offre le marché actuel, hein, d'une multitude d'outils et d'acteurs qui se créent autour de l'IA, et ce qui rend le tableau un peu complexe, hein, pour la fonction RH en termes de choix de solutions. Euh, on parle dans ce contexte de transformation des compétences. Est-ce que, selon toi, Eric, cette transformation des compétences, elle est uniquement due à cette arrivée de l'IA générative depuis 3 ans, hein, ChatGPT vient de fêter ses 3 ans par exemple, ou est-ce que cette obsolescence des compétences, entre guillemets, c'est un mal plus profond aujourd'hui dans le monde du travail? Alors, l'IA, je pense c'est un facteur d'accélération. Tout s'accélère avec l'IA. Mais la différence entre les différentes entreprises, ça a toujours été les hommes et leurs compétences. La différence entre l'entreprise A et l'entreprise B, c'était vraiment les équipes et leurs compétences. Si je fais comme Cécile, je fais un petit peu un hélicoptère view et je mets l'échelle temps. Si je vois avant les années 2000, on était sur la révolution industrielle, l'organisation du travail, il y avait une hiérarchie, des fonctions, des rôles, des tâches, des postes. Mais cette organisation-là, on pensait qu'à partir du moment où une entreprise était bien organisée, ça allait rouler tout seul. On a vu tout de suite, on a vu les limites dans les années 2000 par rapport à l'agilité du travail en silo, de l'organisation du travail comme ça, pour passer de plus en plus à un modèle, une organisation matricielle, une organisation avec des dotted lines, avec des organisations qui vont être plus plates, avec plus de collaboration entre les équipes. Et qui dit plus de collaboration entre les équipes dit ce besoin de compétences, où la compétence devient le centre de la transformation. Et je pense que ça fait plusieurs années où la compétence, elle est mise en exergue et au niveau stratégique, les entreprises se disent, est-ce que j'ai les bonnes compétences en interne? Est-ce que mon business est sécure par rapport aux compétences que j'ai chez moi? Et je pense que quand on parle de transformation et des pratiques RH, il faut vraiment aujourd'hui se centrer sur les compétences pour savoir est-ce que j'ai assez d'autonomie avec les compétences que j'ai. On parlait de guerre des talents il y a quelques temps, Christophe, ensemble, mais on parle aussi de pénurie de compétences, d'obsolescence de concept d'emploi. Si on peut retenir un chiffre, je ne sais pas si vous l'avez tous vu, là, le World Economic Forum, qui dit que, en gros, alors il le disait en 2023, tous les 4 ans, 50%, 44% des compétences qu'on a sont obsolètes avec cette accélération de l'IA. Alors, j'imagine, Cécile, tu vas me dire que ça va encore s'accélérer, hein, ça va être sous 2 ans, sous 3 ans, je sais pas, ça fait peur, hein, quelque part, quand on voit ça. Mais avec cette obsolescence qui s'accélère des compétences, il va falloir que les entreprises mettent en place ce qu'il faut pour réagir plus vite et gérer mieux cette combinatoire entre les IA et les compétences. Alors, dans ce contexte d'IA, on l'a vu, hein, Cécile, on va dire presque test and learn, de moment de faire un choix, ce qui vient un peu comme un garde-fou dans cet univers, c'est l'IA Act. José, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ça? C'est quoi l'IA Act déjà? Pose-nous un peu le contexte, explique-nous l'intérêt de cet IA Act. Ça sert à quoi? Alors, ça sert, espérons-le, à nous protéger, en fait. Comme toute nouvelle technologie, il peut avoir un bon usage et un mauvais usage. Et donc, les IA Act essaie de cadrer un peu tout ça. Faut voir deux choses. D'abord, ce qu'on peut rappeler la pervasivité, c'est-à-dire que de la même façon que presque plus rien ne marche sans l'informatique, bientôt plus rien ne marchera sans des composants IA. Y compris dans les ressources humaines, qui est d'ailleurs le deuxième point, c'est les types d'utilisation. Donc, l'IA va contribuer à des processus qui sont assez critiques. Et au fait, pour les organisations, c'est une sorte de phénomène de délégation. Et donc, au fur et à mesure qu'on délègue des tâches ou des parties des tâches ou des processus à l'IA, il va falloir mettre en place de mécanismes de suivi et de contrôle. Et c'est ça que la IA Act essaye de faire, c'est de nous guider vers ce mécanisme de suivi et de contrôle. Alors, on le sait, hein, la fonction RH va être pas mal impactée parce qu'on a vu déjà un certain nombre de pré-mesures au niveau du recrutement, de l'évaluation de la performance. Est-ce
est-ce qu'on a déjà une idée des impacts directs en matière d'utilisation ou de recours à l'IA pour les RH? Ça va être quoi le carcan finalement? Alors, faut voir les IA Act, au contraire que l'RGPD. L'RGPD, c'est une norme de protection des droits des personnes. Les IA Act, en fait, c'est une norme de sécurité produit. De la même façon qu'un jouet pour enfants ne doit pas être toxique, ne doit pas contenir de petites pièces, de la même façon qu'une voiture doit avoir des ceintures de sécurité, etc., un système IA doit remplir certains critères. Sinon, aucun d'entre eux, ni les jouets, ni la voiture, ni le système IA, est censé être vendu sur le marché. Et dans le cas de l'IA Act, l'idée, c'est de dire, en fonction du niveau des risques, en fonction de l'impact, in fine, on va avoir des exigences qui seront proportionnelles à ça. Et donc, tout de suite, au niveau de l'éducation, au niveau de la formation professionnelle, l'emploi, la gestion des travailleurs, des salariés, etc., on va considérer, c'est explicite dans la loi, que c'est des processus qui ont un impact important et donc des exigences de sécurité produit importantes. Ouais, on est sur des données sensibles. Du coup, Cécile, toi, de ton point de vue, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, évidemment, d'un côté, on dit au RH, on leur a dit acculturez-vous, acculturez les équipes, testez, commencez à choisir des outils, mais d'un autre côté, on leur dit, bon, attention, il y a l'IA Act qui arrive, on ne sait pas encore à 100% ce que ça va induire. Est-ce que finalement, c'est pas quelque part un frein, cette peur de l'IA Act et de se dire, bon, bah, on va attendre? Alors, c'est une très bonne question, parce qu'en fait, l'IA Act, en fait, elle est déjà en processus. Août est une date importante. Alors, j'avais entendu dire qu'en fait, elle était peut-être repoussée. Je ne sais pas, José, Oui, ce que j'ai entendu tu la en même penses. chose. Voilà, je ne sais pas ce qui a été décidé finalement, C'était- parce qu'il y a beaucoup de lobbying. Ça t'est proposé, mais ça n'a pas été encore décidé. Donc, peut-être que oui, peut-être que non. D'accord, voilà. Donc, voilà. Ce qui est clair, c'est qu'en fait, c'est une direction que prend l'Europe qui est totalement opposée aux directions qui sont dans le monde. Voilà. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est un impact direct sur les RH. Dans d'autres pays hors Europe, on recrute avec la reconnaissance faciale, on sélectionne avec l'IA, on fait de la gestion donc d'ajustement de postes, de référentiel compétences en temps réel avec nominativement ce qu'on ne peut pas faire en France, etc. Donc, ça nous met dans une protection bullaire. On est dans une bulle différente. Donc, là, pour moi, il y a deux questions essentielles. C'est comment les entreprises internationales en RH, qui ont des RH mondiales et qui ensuite vont les disloquer dans les business units, vont avoir la bonne méthodologie, les bons process pour gérer en fait des cadres légaux différents en RH sur toutes les grandes thématiques, recrutement, talent, rémunération, audit social, etc. Ça, c'est une vraie question. Donc ça, c'est vraiment une harmonisation internationale et l'IA Act est une spécificité européenne dans un grand marché qu'il ne faut pas négliger. Et est-ce que cette spécificité européenne, elle va influencer les autres RH mondiales de l'entreprise ou au contraire, est-ce qu'elle va devoir s'aligner sur ce que fait l'entreprise au niveau mondial? Voilà. Donc, pour moi, ça, c'est un vrai sujet. Le deuxième sujet, c'est qu'en fait, il faut anticiper la suite. Août, c'est un deadline, mais il y a tout le reste qui va arriver. Et donc, comment on anticipe la suite? Parce qu'en fait, on sera d'autant plus efficace qu'on aura anticipé les futures étapes de l'IA. Et ça peut être intéressant que José nous en détaille peut-être l'essentiel. Donc, il ne faut pas s'arrêter à la conformité d'août, il faut penser la suite. Et le troisième point, c'est qui dans l'entreprise est la hotline de l'IA Act. Moi, je suis manager. Je veux tester une solution qui vient de mes clients avec qui je veux faire un partenariat de co-construction d'une solution et on prendrait des choix d'IA. OK. Qui j'appelle dans l'entreprise pour me dire, en fait, je peux pas, c'est IA compatible ou pas. Donc, ça veut dire qu'en fait, il faut créer des relais pour pouvoir avoir les bonnes réponses. Donc, voilà, l'international,
l'étape d'après et les responsables, les ambassadeurs de l'AIAC. Pour moi, c'est les 3 piliers sur lesquels les RH doivent s'interroger au regard de ce sujet. Et puis, tu n'as pas que ça. Moi, je le vois dans beaucoup d'entreprises pour avoir discuté avec des managers qui me disent bah, moi, je n'ai pas le droit d'utiliser ChatGPT parce qu'on nous a mis Copilot. Et Copilot, ça ne me plaît pas. Donc, j'emmène mon matériel et j'utilise mon ChatGPT au travail. Et comment on régule ça finalement? Tu vois, ça devient un peu impossible parce que j'ai juste à sortir mon iPhone de ma poche pour contrer les règles internes et je ne me ferai pas prendre puisque je suis sur mon réseau perso. Donc, est-ce que tout ça est cohérent? José, t'en penses quoi? Alors, il y a 12 aspects. Il y a l'utilisation de l'IA directement dans les processus RH. Donc, on parle de gestion des compétences, on parle des scoring des collaborateurs, des candidats, etc. Et comme c'était mentionné déjà tout à l'heure, on parle de l'IA comme outil transversal. Où, en fait, on a des outils qui sont très génériques comme ChatGPT, où il y en a plusieurs dans les marchés maintenant, comme Mistral en France. Et donc, comment gérer à la fois la puissance et l'envie d'utiliser ces outils et les contrôles de risque, de la propriété intellectuelle, etc. Parce qu'un des problèmes de ces outils-là, c'est que j'ai copié quelque chose, je le mets dans ChatGPT pour poser une question, ChatGPT va garder une copie de ça. Et maintenant, il y a des informations confidentielles, concurrentielles, importantes de mon entreprise, de mon organisation, des personnes de chez nous qui ont quelqu'un d'autre pourrait accéder à ces informations via ces outils. Donc, il va falloir trouver le bon équilibre. C'est facile à dire, c'est un peu moins facile à faire, mais il va falloir trouver le bon équilibre. Et on commence à voir dans les marchés des outils de gestion des risques, des outils de sécurité, on commence à voir apparaître des outils informatiques pour gérer ce type de choses. Par exemple, vous avez votre navigateur, vous allez sur ChatGPT, il y a un pop-up qui apparaît qui dit « Attention, cet outil n'est pas autorisé dans votre organisation ». Alors certes, ça ne vous empêche pas de prendre votre téléphone, mais ça permet d'ajouter un certain niveau de contrôle. Moi, j'ai vu des entreprises refuser jusqu'à présent les IA génératives à leurs collaborateurs. La question que je me pose, c'est jusqu'à quand? Parce que c'est aussi quelque part presque devenu aujourd'hui un outil de marque employeur, d'expérience collaborateur. Qu'est-ce que tu en penses, Cécile? Parce que priver aujourd'hui des salariés qui voient leurs collègues dans d'autres entreprises faire en 1 heure ce que eux font en 2 jours, ça devient compliqué à défendre. Et ça crée un vrai problème. Ouais, c'est le problème de l'alignement. L'alignement entre la sécurité, la stratégie et puis l'expérience collaborateur. Alors, c'est ce qu'on appelle le shadow IA, quand tu utilises quelque chose qui n'est pas autorisé dans ton entreprise, mais en fait, tu le fais parce que tu penses que c'est mieux ou que ça te permet d'aller plus vite, et c'est des risques énormes. On voit quand même le piratage, je lisais, je ne sais plus quand, je sais plus quel ministère de l'Intérieur qui a été piraté, enfin c'est un truc, voilà, donc le piratage il est partout. Si en plus les collaborateurs ils utilisent des shadow IA, bon, c'est le Far West, quoi. Donc moi je crois qu'en fait il y a 2 choses. Il faut bien séparer la stratégie RH et l'expérience collaborateur. C'est 2 choses différentes. Tout à l'heure, quand je te répondais, je parlais de stratégie RH sur l'international, le futur, voilà. Et l'expérience collaborateur, je pense qu'elle est essentielle, mais on ne peut pas laisser les collaborateurs utiliser des outils qui ne sont pas autorisés. Ce n'est pas possible. Donc, 1, il faut leur expliquer, et 2, il faut peut-être avec eux essayer de trouver le bon consensus et de voir pourquoi on ne les utilise pas, comment on pourrait choisir d'autres outils, en fait, et quelle est la vraie valeur. Le problème qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'en fait, les utilisateurs, ils utilisent à leur niveau l'IA générative, mais ce n'est pas pour ça qu'ils renvoient en fait le gain au niveau collectif et à l'organisation. Ça, c'est un gros problème. Et le deuxième problème, c'est qu'en fait, ils patouillent, ils l'utilisent, mais moyennement. Ils ne sont pas focus et il n'y a pas un retour vraiment sur investissement, et même on va avoir très vite des problèmes de santé mentale pour ceux qui l'utilisent mal, trop, tout le temps, et qui ne savent même plus quand il faut l'utiliser et quand il ne faut pas l'utiliser. Donc moi, je crois
qu'au niveau de l'expérience collaborateur, il faut arrêter de leur donner trop d'outils et il faut les faire réfléchir sur leur talent. C'est quoi le talent qu'un collaborateur aujourd'hui, il peut réinventer grâce à l'IA? Et donc, il faut leur donner en fait un cadre dans lequel ils peuvent utiliser certains outils. Ils n'utilisent pas l'IA, ils peuvent tester en dehors de l'entreprise de certains outils, mais dans un cadre co-construit. Et en fait, il se crée une unicité. L'entreprise, elle va aller sur les compétences, mais l'utilisateur, le collaborateur et l'employé, il ne doit plus aller sur les compétences. Ça ne suffira pas. Compétences égale, en fait, c'est comme une job description version 21e siècle. Il faut que chacun pense son talent avec et sans IA pour pouvoir encore avoir une valeur ajoutée dans l'entreprise, à mon avis. Mais compétences, ça ne suffira pas. Eric, quand on parle de... Excuse-moi. Tu disais, Cécile? Oui, je disais que la compétence, c'est une norme et c'est une capsule qui est très bien pour les entreprises, mais il faut accompagner les collaborateurs à aller un cran plus petit. Qu'est-ce qui fait que dans cette compétence, tu es unique? Qu'est-ce qui fait que dans cette compétence, on a envie de te garder, tu continues à te transformer, tu vas nous apporter de la valeur et faire évoluer la compétence? C'est ça qu'il faut leur donner. Eric, côté Transfo RH, comment tu penses qu'on peut continuer à concilier dans ce contexte innovation, performance et conformité sans, j'allais dire, ralentir l'action? Ouais, alors pour résumer ce que disaient Cécile et José, je pense que on peut distinguer des zones maîtrisées, tu vois, par filière, par métier. Il y a ce qui est standardisé et ce qui doit être protégé, les datas personnelles, les règles sociales, où c'est entre guillemets facile de pas de les protéger, puisque pour moi la conformité, c'est pas le rôle, c'est pas de freiner, mais c'est de plutôt que ce soit un accélérateur sécurisé, un petit peu une espèce d'une sorte de garde-fou. Donc je pense qu'on peut standardiser des parties qu'on doit respecter et puis être plus agile. Moi j'aime bien le concept de workforce agility et d'être plus agile autour de l'expérience du collaborateur, des modes de travail, des outils digitaux, quels outils je peux utiliser, comment je peux développer nos compétences. Très concret, hein, pour être un peu pragmatique par rapport à notre auditoire. La solution, elle permet par exemple sur les compétences de dire de quelles compétences le marché aura besoin demain. Donc pour une entreprise, elle prend une personne, elle fait une cartographie de ses compétences et puis elle peut la comparer avec demain, cette personne-là, ce métier-là, de quelles compétences il a besoin. Là, l'IA apporte des solutions et le manager tranche. Moi, j'aime bien revenir au rôle clé du manager, c'est lui qui décide. Il a un rôle clé, c'est lui qui tranche, c'est lui qui oriente et quand l'IA fait un diagnostic, une recommandation sur de la formation, un parcours de formation. Toi, tu devrais faire ceci, cela, et ainsi de suite. C'est le manager qui tranche à la fin, ce n'est pas l'IA qui décide. Donc, l'IA, elle suggère, elle propose, et le manager dit, oui, dans ce contexte, par rapport à mes besoins, par rapport à l'alignement de mon organisation, je vais prendre telle et telle compétence. Alors, tu as été un peu vite en besogne, hein, le Workforce Agility. Je ne suis pas sûr que ça parle à tout le monde. On va peut-être commencer par la base, qui est la Skills-Based Organization, et qui est plus qu'une tendance ancrée dans les stratégies RH depuis pas si longtemps finalement, hormis les grands groupes, mais on le voit aussi maintenant, ça redescend au niveau des ETI, des PME depuis le post-Covid. Oui, alors la skills-based organization, pour moi, ce n'est pas une fin en soi. C'est-à-dire que c'est plus la manière et ce n'est pas la fin. La fin, c'est justement ce concept de workforce agility, c'est-à-dire la skills-based organization, c'est la manière et ce n'est pas la fin. Donc, ce n'est pas l'objectif. Donc, c'est cette gestion des compétences, de quelles compétences j'ai aujourd'hui, de quelles compétences est-ce qu'elles sont bien alignées, mes compétences, et est-ce que j'ai les compétences dont j'aurai besoin demain? C'est les trois grandes questions que les entreprises doivent se poser. Ou on peut l'aborder aussi sur la règle des 3D, les 3 déficits. Est-ce que j'ai un déficit de compétences aujourd'hui? Est-ce que j'ai un déficit d'alignement entre mes objectifs et les aspirations de mes collaborateurs? Et puis, est-ce que j'ai un déficit de visibilité sur mes compétences à T+1? Alors là, l'IA va jouer un rôle clé puisqu'elle peut m'aider à définir de quoi j'ai besoin comme compétences demain. Mais cette workforce readiness gap entre l'instant T et l'instant T+1, c'est vraiment arriver à répondre à ces 3 déficits.
Est-ce que le concept, je l'ai assez éclairci Non, mais Cécile va compléter, mais on est quand même dans un changement, j'allais dire, radical de stratégie RH, parce que moi, quand j'ai démarré il y a 20 ans, j'ai bossé sur des simples cartos de compétences, tu vois, et dans des grands groupes. Bon vieux Et référentiel. j'y passais des heures parce que tu avais un accord qui avait été signé, donc il fallait sortir une carto, la présenter au syndicat, et puis finalement, c'était le seul objectif à l'époque. Aujourd'hui, euh, heureusement, j'ai l'impression qu'on a passé ce cap et qu'on a vraiment pris conscience de l'importance de se projeter pour, j'allais dire, nourrir le business et pas se retrouver au fond du trou, vu l'accélération, parce qu'on parle d'accélération des compétences, mais on va pas se mentir, hein, c'est une accélération business avant tout. C'est une accélération de notre monde capitaliste. C'est ça, en fait, la finalité. Comment les entreprises aujourd'hui considèrent et utilisent ce modèle SBO, Cécile? C'est quoi ta vision? Oui. Je crois qu'en fait, quand on parle de SBO, Skill Based Organisation, on veut simplement dire qu'on va créer une organisation où les compétences sont des petits électrons libres qui vont aller partout et qui vont nous permettre d'être beaucoup plus agiles, de faire beaucoup plus de choses et d'être beaucoup plus réactifs. Et donc, ce type d'organisation, ça a 3 avantages et c'est pour ça que c'est très à la mode en ce moment. Ce sont des avantages qui sont donnés et qui sont symboliques de l'IA. Le premier avantage, c'est que ce sont des organisations qui peuvent réagir en temps réel. Et ce qu'apporte l'IA dans les cartographies et dans les outils, c'est qu'elle peut en temps réel vous dire quel est le bon référentiel de compétences, quelles sont les formations dont elle va pousser en temps réel les bonnes formations au collaborateur qui a besoin, là, avec ses lunettes, parce qu'il est dans son chantier, de savoir comment j'ouvre cette boîte du panneau électrique. Tac, l'IA, elle vous le donne en appuyant sur un bouton. Et donc, la skill-based organisation, c'est vraiment le temps réel. Et c'est pour ça qu'elle est aujourd'hui replébiscitée. Avant, on apprenait ça à l'organisation qualifiante. Après, il y a eu l'organisation apprenante, Ça etc. revient, hein. Ça revient. Ça revient à cette notion. Le qualifiant, quand je faisais ma thèse il y a 35 ans, je veux dire, il est toujours d'actualité, il faudrait aller chercher des cartons. Bon, bref, donc la vie n'est qu'un cycle. Donc, tout ça pour dire qu'en fait, le premier avantage, c'est que l'IA donne à l'organisation le temps réel, ça, grâce aux compétences. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'en fait, la skill-based organisation, elle individualise les métiers, les actions, les réponses, les offres, le service. Et ça, grâce à des compétences qu'on peut assembler comme on veut, hein, c'est le puzzle, dont la maille est la compétence. Et l'IA, elle va dans ce sens, puisqu'l'IA, elle permet de personnaliser tout ce qu'on donne aux collaborateurs. La formation, les évaluations, tout ce qui est lié aussi à la rémunération, puisque vous avez des systèmes où aujourd'hui on peut prendre des avances de salaire le 10 du mois au lieu d'attendre le 25. Donc, cette personnalisation, l'IA la porte, donc ça va dans le sens de la skill-based organisation. Ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, et vous l'avez très bien évoqué, Eric l'a très bien évoqué tout à l'heure, c'est l'agilité. On a besoin que tout bouge, parce qu'en fait, on est dans un monde de perma-crise. Perma, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on s'adapte en permanence. Et c'est la permaculture où la vie existe parce qu'en fait, en permanence, on va avoir des sols différents, des plantes différentes qui vont s'auto-apporter. Et bien, on est dans un monde de perma-crise. Et donc, pour qu'on puisse survivre en tant qu'organisation, il faut sans cesse s'adapter. Et pour sans cesse s'adapter, il faut sans cesse que nos compétences, elles soient redistribuées dans un sens, dans l'autre, en fonction du temps réel et de la personnalisation. Donc, ce qui fait la force aujourd'hui du modèle de la skill-based organisation qui a été mis en place par des grosses entreprises, L'Oréal, etc., c'est ces 3 caractéristiques qui sont les points forts de l'IA. C'est pour ça qu'il y a, pof, connexion. José, quand tu es dans cette stratégie justement de SBO où tu utilises de l'IA pour monter justement quand même ces référentiels, faire ce matching avec les formations, mettre ça dans les mains des managers, des collaborateurs, est-ce qu'il y a des risques au niveau juridique, éthique à utiliser ces modèles? Alors, juste avant de rentrer sur les juridiques, on parlait tout à l'heure des shadow IA et des outils externes, etc. Alors, un premier élément, c'est justement d'intégrer les IA dans les outils qu'on utilise déjà pour éviter justement la naissance du besoin d'aller ailleurs.
C'est-à-dire que si on va chercher un outil externe, c'est parce qu'on n'a pas accès à un bon outil en interne. Si on met à disposition des bons outils, et si par ailleurs, je n'ai même pas besoin d'aller dans un outil externe, mais juste dans mon écran où je travaille sur mes compétences, j'ai déjà les outils IA dont j'ai besoin, je ne vais pas aller à l'extérieur. Donc, c'est un premier élément, c'est justement l'intégration directement dans les outils qu'on utilise déjà. Et le deuxième élément, alors, pour ainsi dire, en tant que DPO, pour moi, l'ennemi public numéro 1, et je pense que c'est pour le CRA, c'est la discrimination. Donc, au fait, les points auxquels il faut faire attention avec des systèmes IA, c'est la discrimination. Non pas forcément parce que l'IA va être plus discriminatoire que les humains. Il y a même des experts qui pensent que c'est le contraire, mais on va déployer ça à grande échelle. Et donc, on parle d'audit des biais. Et donc, c'est un élément, quand on choisit un système IA, bien s'assurer de comment les biais sont traités par ces systèmes, et combinés aux données avec lesquelles on va alimenter les IA. Donc, on parle des compétences. Il faut des bonnes bases de données, des compétences existantes et à développer pour que le système IA… Concrètement, José, comment tu vérifies ça? Alors, je vais être très cash, mais c'est-à-dire que si je travaille avec Cornerstone et qu'il y a un modèle d'IA à un moment donné, je peux exiger de Cornerstone qu'il m'explique le fonctionnement de ce modèle IA? Et les audits qu'on a fait et les données qu'on utilise pour que les modèles fonctionnent bien. OK. Bon, donc ça veut dire qu'à partir du moment où on choisit un éditeur ou une solution, il a obligation de nous donner tous les éléments nous permettant de vérifier, comme tu le dis, que la solution va éviter les biais, comment les données sont calculées, etc. Voilà, et ça notamment, c'est une des obligations qui est dans les IA Act de travailler de cette façon-là. OK. Bon, il y a une question qui me chatouille depuis le début de ce webinaire, parce que là, on a parlé beaucoup d'IA générative, de transformation, on teste. Moi, j'ai toujours l'impression qu'on est un peu en retard en France. Dans d'autres pays, on en est déjà aux IA agentiques. On en est déjà à se dire, bon, ok, mes collaborateurs, ils vont plus travailler qu'avec des collaborateurs, ils vont aussi travailler avec des IA. Donc, on va être on va vers une hybridation, ce qu'on appelle une hybridation des métiers. Toi, Cécile, qui a vu quand même pas mal de modèles dans le monde et d'exemples, qu'est-ce que ça t'inspire? Comment tu vois les choses? Est-ce que c'est quelque chose qui va arriver en France à moyenne, courte échéance, ou vraiment à plus long terme, d'ici 3-5 ans? Alors, deux réponses. En France, ça va arriver grâce à des solutions qui sont dans des plateformes. Donc, si Cornerstone propose des agents IA et qu'on est un client de Cornerstone, c'est intéressant de tester et c'est intéressant d'aller plus loin. Donc, je pense qu'au départ, ça va être vraiment à travers des grandes plateformes et ça ne sera pas je suis l'entreprise et je vais créer mon petit agent dans mon coin. Donc déjà, pourquoi? Parce qu'on est quand même beaucoup plus en sécurité et en efficacité et en rapidité pour voir si ça correspond à un besoin ou pas quand on passe par une plateforme. Donc ça existe. La question de fond, c'est pourquoi faire. Voilà. Donc la question de fond, quand on est un RH, c'est pas que tout le monde ait accès à des plateformes pour tester et créer un agent pour voir ce que c'est. C'est en fait, quel est le besoin? Qu'est-ce que ça apporte? Et surtout, quelle est, dans un second temps, la possibilité de l'intégrer à quelque chose de plus grand? Et donc, c'est cette réflexion RH qui va être intéressante. Aujourd'hui, en France, on n'en est pas là. On en est à l'étape, on teste des agents à partir d'outils d'IA générative et de IA compagnie. Maintenant, au niveau monde, ça n'a rien à voir. Au niveau monde, l'agentique est largement déployé. Et on commence même à voir ces contre-effets. Donc, c'est déployé dans des processus qui avant étaient, j'allais dire, hybrides et qui, avec l'agentique, deviennent fluides. Le recrutement, l'expérience candidat, la mise en conformité des référentiels, de tout le package légal, etc., etc. Et donc là, on s'aperçoit de 3 écueils. Donc, on n'est plus au niveau du test, on est au niveau des écueils.
le premier écueil, c'est que ce n'est pas évident de voir quand il y a dérive ou erreur, parce que ça va tellement vite qu'en fait, on n'a pas encore, les entreprises ne sont pas encore équipées des A/B testing qui permettent de vérifier toutes les erreurs. Donc, en fait, on gère la masse, on gère la proba et on gère, voilà, premièrement. Deuxièmement, en fait, on s'aperçoit que si on ne maîtrise plus des process entiers, à un moment donné, il n'y a plus de responsabilité. C'est-à-dire que c'est très compliqué d'être responsable de quelque chose qu'on n'initie pas, sur lequel on ne peut pas contrôler, et à terme, sur lequel, quelque part, c'est une IA qui va contrôler l'agent. Donc, ça veut dire que le sujet de la responsabilité dans le monde agentique, c'est la clé. Ouais. C'est la clé. Donc, ça, c'est le deuxième point qu'on voit à l'étranger. Et le troisième point, c'est qu'il y a un impact sur le travail et sur les jobs. Les États-Unis, on voit des pans entiers d'activités où il y a des licenciements. On s'aperçoit dans des secteurs importants qu'en fait, on n'arrive pas à reskiller, à redonner les nouvelles compétences aux gens. Ça va trop vite. Ça va trop vite. L'humain, c'est un tuyau digestif. Il va falloir qu'il digère, qu'il comprenne, qu'il intègre. Il faut du temps. Le temps humain n'est pas le temps de l'innovation et de l'accélération. Donc, c'est très intéressant parce que comme on n'est pas à cette étape, on peut déjà avoir un feedback qui nous permettrait de ne pas vivre ces effets négatifs. Et pour moi, il y a 3 éléments quand on fait un agent. C'est qu'il faut être excellent en amont, en aval. Pourquoi on le fait? Comment on va le mesurer? Qu'est-ce qui fait que ça produit de la valeur? Et donc, en amont. Et en aval, comment ce que fait l'agent, je peux lui redonner une différence, j'allais dire une marque, une fébrilité, quelque chose qui fait qu'en fait, on sait que c'est la marque de l'entreprise A qui a fait et qu'en fait, c'est teinté, quoi. Il faut lui donner une teinture. On ne peut pas balancer comme ça des agents qui font de façon automatisée sans qu'on sache bien pourquoi et qu'à la fin, on ne sache pas que c'est vraiment nous, en tant qu'entreprise, qui l'avons fait. Donc, l'amont et l'aval, c'est là où il va y avoir aujourd'hui une disparité entreprise, organisationnelle qu'il va falloir travailler. Après, c'est quand même fantastique de voir que pendant des années, on a créé des millefeuilles de processus et que là, enfin, c'est fluide, enfin, ça peut être efficace. Oui, alors certains disent que le problème, c'est que tous les jobs qui étaient autour de ces millefeuilles, ils partent, oui. Et c'est pour ça que la solution, c'est le talent. Et c'est pour ça que la solution, c'est d'avoir des solutions sur étagère qui permettent d'avoir une cartographie des compétences, savoir quelles sont les formations sur lesquelles je dois capitaliser cette année en 2026 pour qu'en fait, j'ai un talent unique qui fait qu'à la fin du processus automatisé, mon talent permettra de lui donner du cachet et, j'allais dire, de l'épaisseur. Donc, pour moi, il faut utiliser en fait ce qui se fait à l'étranger pour que quand on va intégrer les agents assez rapidement mais plus lentement, on soit déjà sur la courbe de l'adoption et pas sur la courbe du test. Alors, je rejoins ce que tu dis, tu parlais des États-Unis, on a un exemple flagrant dans le monde RH. Si on prend les métiers de chargé de recherche en recrutement, c'est des métiers qui sont devenus pénuriques aux US parce qu'il n'y en a plus. Ils ont été entièrement, quasiment remplacés à 90% sur tout le territoire. Alors, pour conclure, parce que je vois qu'il est déjà bientôt 44, il nous reste 1 minute, mais on va légèrement déborder. José, est-ce que finalement cet IA Act, selon toi, aujourd'hui, c'est une contrainte ou un levier pour les entreprises françaises? Non, les deux, au fait. J'aime bien dire que c'est les deux parce que c'est la conformité, c'est une contrainte qu'on doit s'imposer, sinon on ne le ferait pas, mais justement pour avoir la confiance. Donc, c'est une question de trouver les justes milieux et de voir les IA comme un outil qu'on va utiliser et non pas juste comme une contrainte. Il faut l'utiliser à bon escient. C'est un outil structurant finalement pour structurer la démarche. Voilà. Top. Eric, qu'est-ce que c'est en 2026, juste pour que tu reviennes sur la notion de workforce agility? Qu'est-ce que c'est une entreprise qui se met dans ce mode workforce agility? Ça veut dire quoi et rapidement, comment elle y parvient? Écoute, Cécile a bien décrit, je trouve, l'enjeu qu'ont les entreprises autour des compétences et de la gestion des compétences. Ce que moi, je discute souvent avec mes clients, c'est
par où commencer. C'est-à-dire que les entreprises se posent souvent la question elles sont face au diagnostic, elles en sont bien conscientes, elles savent bien ce qu'il faut faire, mais elles se demandent vraiment par où commencer. Et nous, chez Corner, on parle du concept de skill Imanjaro, donc avec le jeu de mots par rapport avec la montagne et les skills. Donc le skill Imanjaro, si vous faites ce schéma pyramidal, on a le bon vieux référentiel de compétences en bas. Au milieu, on va avoir ce centre mou de la formation, de la gestion des talents, de la mobilité. Et puis, tout en haut, la planification stratégique, cette workforce agility autour de la manœuvre. Et nous, on va aider nos clients par où commencer avec ce concept des 4 B. Est-ce que ces compétences, je les build, buy, borrow ou bot? Donc, build, c'est est-ce que je les construis, ces compétences? Est-ce que je les développe, mes compétences? Est-ce que je les buy, donc est-ce que je les recrute à l'extérieur? Est-ce que je les borrow? Est-ce que je les emprunte? Donc, ça peut être sous forme de freelance, de consulting, de différentes… Voilà, mais en tout cas, elles sont sur le marché et je les emprunte, je les utilise sur un temps court. Et puis, bot, évidemment, c'est pour faire la conclusion autour de l'IA. Est-ce que j'utilise des agents? Qu'est-ce que je fais avec mes IA? J'aime bien aussi cette petite… ça m'a fait… J'ai souri quand on a pensé à ça l'autre jour. On est sans doute cette dernière génération de managers qui managent des hommes, puisque demain, on aura des équipes hybrides avec et des hommes et des agents. Voilà, ça peut faire peur, mais c'est assez… ça va nous demander d'avoir de nouvelles compétences. Arrête, c'est français de dire ça peut faire peur quand même. On va commencer. Enfin, c'est toujours un petit peu ce côté par où je démarre, quoi, mais on y est. Cécile, en conclusion, on se rejoint tous à peu près sur le constat, la vision. C'est quoi les compétences à développer pour transformer son métier avec l'IA aujourd'hui? Si tu devais donner un conseil au RH, qu'est-ce qu'il faut qu'ils développent comme compétences auprès de leurs collaborateurs? Alors, pour moi, j'ai toujours le même slogan. Il faut à la fois être IA compatible et care proactif. IA compatible, c'est-à-dire de savoir, en fait, à quel niveau le collaborateur est, débutant, intermédiaire, expert. Et pour ça, on a vraiment cartographié ce qu'il faut savoir quand on est débutant. On est équilibriste, donc on doit manier un petit peu les deux, c'est-à-dire un débutant doit savoir prompter, il doit trouver les erreurs et en même temps, il doit savoir quel outil, en fait, est utile pour son travail. Intermédiaire et expert, donc IA compatible. Ensuite, il faut être care proactif, c'est-à-dire, en fait, savoir que l'IA, elle nous vole l'essentiel de ce qui fera notre talent demain, notre capacité de mémoriser, de se concentrer, notre capacité à pouvoir vraiment, en fait, créer. Et pour ça, le care management est pour moi la solution. On pourra en parler dans un autre webinaire. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a 3 profils. L'équilibriste, c'est celui qui va être IA compatible, care proactif et qui a son socle. Ensuite, on va avoir quelque part l'optimisateur, celui qui va être aussi IA compatible, care proactif et qui a d'autres compétences et qui va commencer à travailler avec les deux ensemble. Et puis ensuite, on va avoir le chef d'orchestre, donc ce qu'on appelle l'orchestrateur, celui qui va devoir, en fait, orchestrer des agents d'IA tout en développant son care sur des compétences spécifiques de comodalité, parce que ce qu'enlève l'IA, c'est le collectif humain. En fait, plus on est dans l'optimisation, et moins on est dans le collectif humain. Et donc, c'est important d'être donc cet équilibriste, cet optimisateur et cet orchestrateur pour aller tout le temps de façon complémentaire sur des compétences IA compatibles et care proactif. Et pour ça, je vous invite à faire le MOOC. Donc, pratiquez l'IA utile qui est gratuit et qui vous les explique. Merci pour l'invitation. Merci à tous les 3. Ce webinaire, vous le retrouverez sur MyRHline demain matin. Je vous souhaite une excellente journée. Merci Cécile, José, Eric. Merci à tous. Bonne journée. Au revoir.